Yves Tesson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste pour Terre de Vin, mais vous avez aussi publié de très nombreux ouvrages sur le champagne. Donc, le dernier en date, qui est paru aux éditions Talendier, qui porte sur l'histoire de la maison Bicquart-Salmon. Vous avez aussi rédigé une thèse sur l'histoire de la maison Veuve Clicquot. Vous êtes donc un spécialiste du champagne, mais là, on va plutôt parler du vin, qui est donc cultivé en Chine. Alors, un petit mot sur ce reportage. Pourquoi les grandes maisons investissent-elles en Chine? Quelle est leur stratégie? Alors, moi, je pense que déjà, c'est intéressant ce reportage, parce qu'on voit que c'est du vin rouge. Et en Chine, le rouge, c'est la couleur de la fête. Et tout ce qui est vin blanc en Chine, on a beaucoup plus de difficultés, parce que le blanc, c'est plutôt la couleur du deuil. Donc, déjà, c'est intéressant de voir cet élément-là. Ensuite, on a parlé de 38 millions de consommateurs potentiels. C'est comme le deuxième marché. C'est un marché intéressant. Après, au vu de la population chinoise, c'est pas si colossal que ça. Et justement, je pense que l'enjeu, il est là. Il est de créer un goût pour le vin en Chine. Et on s'est aperçu, l'histoire le montre, que c'est souvent quand un pays développe lui-même la viticulture que le goût du vin se développe là-bas et qu'après, les exportations vont pouvoir se faire de la France aussi vers ce pays. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis notamment, où il y a eu beaucoup d'investissements, par exemple des maisons de champagne à partir des années 70-80 sur des grands vignobles. Et on a créé un goût. Alors, ces vignobles existaient déjà, mais on a vraiment créé un goût pour le mousseux, pour le vin. Et ça a permis vraiment de créer un marché. Voilà. Il y a en fait deux exceptions à cette règle-là. Il y a l'Angleterre et le Japon, qui n'ont pas spécialement de vignobles et qui sont des très grands pays amateurs de vin, voilà, et qui sont même des pays où la notoriété des marques se construit. Alors bon, avec la pandémie de Covid, le secteur du vin a été extrêmement impacté. Alors vous êtes spécialiste du champagne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a eu un tiers de perte de vente dans le champagne. C'est énorme. Comment on se remet de ça ? Alors, on prévoit effectivement pour la fin de l'année 300 millions de bouteilles, peut-être que 300 millions de bouteilles de production habituelle, peut-être que 200 millions de bouteilles vendues, on verra. Comment on se remet? Il vaut mieux avoir une bonne trésorerie, c'est certain. Voilà, on a essayé d'adapter du coup le rendement de la vendange aux conditions du marché. On est passé à un rendement entre 7 et 8 000 kilos hectares au lieu de un peu plus de 10 000 kilos l'année dernière. Donc voilà, on s'adapte. Évidemment, le champagne, c'est le vin de la fête. Alors, dans le contexte, forcément, c'est pas très adapté. Un peu moins la fête en ce moment. Donc, on fait un peu moins la fête. Et puis, c'est un vin de partage. Donc, vraiment, c'est vraiment le produit qui a le plus souffert pendant le confinement. Alors qu'au contraire, il y a d'autres produits qui s'en sont plutôt bien sortis pendant le confinement. Justement, comment le secteur s'est adapté à la pandémie? Quelles ont été les modifications en termes de vente? Alors, je dirais digitalisation. On a vu beaucoup de boutiques en ligne se créer. Voilà. Après, je dirais qu'il y a différents secteurs qui ont plus ou moins bien fonctionné. La grande distribution, finalement, ça s'est plutôt maintenu. Les cavistes, ça a plutôt fonctionné. Alors, je parle du vin en général. À fin août, ils avaient, les cavistes, un résultat qui était supérieur à celui de l'année dernière. Donc voilà. Et ça, même souvent, le fait que les populations soient coincées un peu dans leur quartier fait que les gens avaient du temps pour se promener et sont parfois allés chez leur caviste, ont pris le temps d'y aller, alors qu'avant, ils n'avaient pas ce temps-là. Oui, il y a une notion de pédagogie aussi. Les gens ont envie de comprendre le vin, de mieux le connaître, et le caviste, c'est vraiment un personnage clé pour ça. Tout à fait. Et là, en plus, les gens avaient le temps de cuisiner. Ils ne pouvaient pas aller au restaurant, donc souvent, ils se faisaient aussi parfois apporter des menus, des repas par le restaurateur, et le caviste faisait office de sommelier. Et donc, voilà, on s'offrait une belle bouteille. On a vu beaucoup aussi de ventes de backbox. Pardon. On a vu beaucoup dans le texte. Voilà, de cubis, en fait, des types de cubis. Et ça, en fait, c'est assez intéressant. Ils ont rentré de plus en plus de références et de références, je dirais, sur des crus plus intéressants. Donc, voilà, consommation familiale. Voilà. Donc, alors, une adaptation quand même forcée par la pandémie et également une adaptation par rapport au réchauffement climatique, puisque là, on est quand même dans un changement majeur qui nécessite que le secteur du vin se repositionne. On le voit bien, en fait, c'est même un problème. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de degrés à la vendange. Et si vous voulez, le problème, c'est que parfois, on a des degrés avant d'avoir la maturité aromatique. Donc voilà, donc dans le Bordelais, le risque, c'est de se retrouver avec des vins qui tapent à 15 degrés
et attendre ces degrés pour avoir la maturité aromatique. Dans les vignobles plus septentrionaux, c'est moins problématique, c'est même plutôt des progrès en qualité au niveau de la Champagne. Voilà, ça évite d'avoir recours à la chaptalisation et finalement on a de plus en plus de qualité. Problème de sécheresse aussi. Alors là aussi, ça dépend des terroirs. En Champagne, on a l'avantage d'avoir la craie qui permet de faire remonter facilement l'eau pendant la sécheresse. C'est les seules taches vertes qu'on voit en été. C'est les vignes en Champagne sur les parties crayeuses. Donc voilà, et on voit très bien le vignoble qui remonte de plus en plus vers le nord avec les premières implantations en Angleterre, dans le Kent. Donc voilà, oui, le réchauffement climatique a un impact majeur. Donc c'est un impact majeur. Alors il y a une mutation aussi dans le fait de consommer le vin. On consomme le vin différemment aujourd'hui parce qu'on boit moins. La consommation elle a baissé de plus de 26% de 2000 à 2016. Donc on consomme moins, on consomme peut-être mieux. Les femmes sont davantage présentes dans ce secteur. Qu'est-ce qu'elles ont apporté? Alors là, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de femmes, effectivement, œnologues et même chefs de cave, alors que c'était un monde qui était extrêmement masculin. Alors après, je ne dirais pas que les femmes sont des nouvelles venues dans ce monde-là. Quand vous regardez au 19e siècle, le rôle des veuves, par exemple, dans le Champagne, la veuve Clicquot, c'est quand même elle qui a construit la notoriété du Champagne en Russie au début du 19e siècle. Donc voilà, alors évidemment, ces femmes inquiétaient un petit peu dans cette incursion dans le monde public et très souvent, elles étaient un peu chapeautées à côté par un homme. Donc il y avait Édouard Verlet, par exemple, cet homme d'affaires qui côtoyait la veuve Clicquot. Pour la veuve Pommery, c'était Henri Vanier. Mais bon, il y a une certaine histoire des femmes avec le vin qui n'est pas si nouvelle que ça. En revanche, effectivement, on voit de plus en plus, comme on l'a vu dans le reportage, des femmes œnologues, des femmes viticultrices. Voilà, et je pense qu'elles apportent beaucoup. Alors, le secteur du vin évolue aussi dans son goût, dans sa consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plus vers des labels éco-responsables? Est-ce que l'avenir du vin, c'est le vin bio? Mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que le vin bio avait assez mauvaise presse. Il y avait un problème peut-être qualitatif au départ, et au point même que certains vignobles qui se lançaient en bio ne communiquaient pas forcément sur le fait qu'ils étaient en bio au départ, par peur justement de la réaction des consommateurs. Aujourd'hui, on voit vraiment que c'est l'inverse et que c'est une tendance extrêmement forte. Voilà. Alors en Champagne, c'est un peu particulier parce qu'on a des conditions climatiques qui sont parfois un peu difficiles justement pour pouvoir faire du bio, mais justement le réchauffement climatique facilite de plus en plus dans cette région cette transition-là, je pense. Alors, pour conclure, quels sont les grands pays du vin aujourd'hui ? Les grands pays du vin, la France, première exportatrice en valeur quand même. Et après, vous avez des grands vignobles en Argentine, au Chili, aux États-Unis, évidemment dans toute l'Europe. Donc je dirais que il y a plein de grands pays producteurs de vin, mais la France joue quand même encore un rôle moteur et en plus a diffusé son modèle à travers le monde entier assez tôt. Et donc ça, c'est quand même un beau fleuron de notre industrie. Merci Yves Tesson pour cette analyse. Quelques idées de lecture si vous êtes amateur de vin. Alors Gilbert Garrier, Histoire sociale et culturelle du vin chez Larousse. L'Atlas mondial du vin de Hugh Johnson et Jancis Robinson. Wine Explorers, le premier tour du monde du vin de Jean-Baptiste Ancelot, qui a visité en 4 ans 500 domaines dans 90 pays. C'est énorme. Donc ça, c'est édité chez Omniscience. Voilà. Et un documentaire de référence, Mondovino, du réalisateur américain Jonathan Nossiter. Voilà.